Bien, bon, écoutez, sur notre réunion de groupe de ce matin, tout d'abord sur le budget. Bon, j'ai refait un point sur la situation budgétaire au moment où on attaque la première partie du budget. Quatre points importants. Tout d'abord sur les déficits. Le constat, c'est qu'on est sur un budget où on n'a pas de réduction de déficit ou très faible, et en tout cas celle qui est annoncée est totalement irréaliste. Je vous rappelle que entre 14 et 15 on arrive à faire 0,10, et là on nous annonce plus d'un demi-point pour l'année prochaine. Donc compte tenu des prévisions de croissance, on sait dès aujourd'hui que ce sera impossible à tenir. Le deuxième point sur les économies. Bon, on nous annonce 16 milliards d'économies largement en trompe-l'œil, puisque la plupart, aujourd'hui, on ne sait pas où elles sont réellement. Et par ailleurs, que ce soit sur les emplois aidés ou sur d'autres mesures, on a augmenté les dépenses. Ensuite, troisième point qui est important pour nous, sur l'IR, sur l'impôt sur le revenu. On assiste vraiment à une augmentation de l'impôt sur les classes moyennes et classes moyennes supérieures, puisque si on reprend les chiffres, je me suis amusé à les reprendre depuis 2013. De 2013 à aujourd'hui, en 2013, on avait 53% des foyers qui payaient l'impôt sur le revenu. Cette année, on passe à 46%, c'est-à-dire qu'on a 6% de moins de foyers qui payent l'impôt, et parallèlement à cela, le montant de l'impôt a augmenté, le montant des recettes de l'IR a augmenté de 20 milliards d'euros. Donc 20 milliards en plus et 6% de foyers fiscaux en moins. Donc on voit l'hyperconcentration. En fait, on est vraiment sur un massacre fiscal de toutes les classes moyennes et classes moyennes supérieures. Et puis, troisième point, on repart dans la dérive sur la fonction publique, puisque la fonction publique d'État réaugmente ses effectifs, 8300 uniquement pour cette année. Donc on est reparti là dans un dérapage bien connu. Donc voilà pour l'essentiel. Après, bon, il y a d'autres sujets qui ont été évoqués. Bon, on a parlé des textes en cours, hein, celui sur la fin de vie. On a aussi nos PPL jeudi. Donc voilà. Sur la création artistique, ça vous voter contre? Oui. Christian, peut-être. Tu peux en dire un mot si tu veux. Gentil. Volontiers un mot, surtout en présence d'Annie, qui a suivi le texte. Oui, on vote contre parce que bon, c'est un texte dans lequel il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de cohérence, c'est un texte fourre-tout. Et donc, on a tenté d'améliorer à travers quelques centaines d'amendements, on n'y est pas parvenu, donc aucune raison de le voter. Le grand texte qui devait être un texte marqueur du septennat, c'est une toute petite souris dans l'édifice, donc pas d'état d'âme. Pardon ? Sur le big data, sur les exploitations du big data. Bon, sur le big data, on est plus prudent, c'est-à-dire bon, c'est quelque chose qu'on peut retenir, mais bon, on attend un certain nombre de textes sur numérique, etc., pour prendre des positions déterminées. Là, mais on attend de voir le texte définitif, quoi. D'autres points? Non? Oui. Non, alors moi je laisse la justice faire son travail là-dessus. J'ai pas d'éléments et pas de commentaires. Moi j'ai interrogé en revanche Claude Barthelone sur autre chose, c'est sur l'utilisation des moyens de la présidence de l'Assemblée, parce que bon, je l'avais alerté, vous vous souvenez, quand il avait annoncé sa candidature, en disant qu'il y ait la plus grande transparence sur les moyens mis à disposition. Et on avait, à l'époque, j'avais pointé l'opération des Mardis de l'avenir, où il réunit plusieurs centaines de personnes pour ces réunions des Mardis de l'avenir, qu'il préside lui-même.
Bon, je pense qu'il y a vraiment un sujet sur la conception qu'il a de séparer les choses entre sa candidature au régional et puis en même temps la présidence de l'Assemblée et les moyens de l'Assemblée. Donc c'est pour ça que je lui ai réécrit hier soir. Mais sur le reste, bon, je laisse la justice. Ah oui. C'est bon ? Alors, je vais demander à Yannick et puis à Annie Genevard de venir vous dire un mot sur une PPL on dépose 4 PPL jeudi. Donc, je vous les rappelle rapidement. Hein, on en a une sur les freins au développement économique. C'est Gérard Cherpion qui a repris en fait toutes les mesures de blocage de l'économie créées depuis 3 ans, qui chargent les entreprises et qui handicapent notre compétitivité. Ensuite, on a une PPL c'est pas l'ordre, mais de Philippe Goujon, qui est sur l'utilisation d'Internet et des téléphones portables en milieu carcéral. On a celle de Marc Le Fur qui demande la remise en place de l'autorisation de sortie de territoire pour les mineurs. Et puis une PPL qui était travaillée par Yannick et Annie Genevard sur les gens du voyage. Et cette PPL a d'autant d'importance qu'à un moment où Bruno Leroux a présenté, lui, une proposition de loi qui est la suivante. Vous savez que normalement, lorsque les collectivités ont créé une aire d'accueil des gens du voyage, le préfet, si les gens du voyage s'installent sur les terrains publics, le préfet doit mettre la force publique immédiatement. Et donc, Bruno Leroux fait voter d'ailleurs une PPL par les socialistes qui consiste à dire que cette loi s'applique à une condition, c'est que l'aire d'accueil ne soit pas saturée. Mais c'est avoir vraiment une méconnaissance totale de la réalité de nos territoires, parce que quand vous avez 20 places d'aire d'accueil, ce qui est la moyenne 20 ou 30 places, c'est très facile pour les gens du voyage de saturer cette aire d'accueil et donc du coup de pouvoir s'installer n'importe où en toute impunité. Donc on est vraiment sur un laxisme et d'ailleurs qui va, si ce texte elle est au bout, qui va causer des difficultés insurmontables aux maires avec les gens du voyage, qu'on ne saura plus les gérer, parce que n'importe qui peut saturer une aire d'accueil en 2 heures de temps, c'est fait. Hein. Et donc du coup, le préfet n'a plus de moyens d'action. Donc, en espérant que cette PPL n'aille pas au bout, Annie, je ne sais pas lequel de vous deux, voilà, je vous laisse faire pour présenter votre PPL. Merci Christian. Écoutez, mesdames et messieurs, quelques mots sur cette PPL, qui est inspirée par les difficultés qui remontent du terrain dans des proportions absolument affolantes. Et puis aussi par une évolution des difficultés que nous connaissons. Moi, je suis maire, je n'ai jamais eu autant de difficultés que ces 2 dernières années sur les occupations illicites par les gens du voyage, alors que je me conforme parfaitement à la réglementation. Donc là où les socialistes sont, je dirais, obnubilés par l'idée que les gens du voyage sont victimes de discrimination et que la première des priorités consiste à les réduire, nous disons la chose suivante. Aujourd'hui, si les difficultés sont si importantes, c'est que la loi n'est pas adaptée ou qu'elle ne s'applique pas correctement. Et en fait, ce sont les 2 problèmes. La loi n'est pas assez ferme et elle ne s'applique pas assez fermement, ce qui a pour conséquence de mettre les élus locaux, les populations des communes dans des situations extrêmement difficiles. Les procédures sont longues, lourdes, inadaptées, n'aboutissent pas toujours et les conséquences en matière d'exaspération auprès de la population sont importantes et nous craignons très clairement les débordements qui pourraient se produire. Donc nous voulons une loi plus ferme, je laisserai Yannick évoquer les dispositions, qui s'appliquent plus fermement. Mais je voudrais d'emblée dissiper une forme de malentendu. La gauche nous dit « vous êtes discriminants dans vos propositions ». Nous disons « si nous n'arrivons pas à trouver des solutions », parce que cette proposition de loi, elle est inspirée par un certain pragmatisme qui est né de la connaissance du terrain. Si nous n'arrivons pas à trouver des solutions pour régler les problèmes, c'est l'ensemble de la communauté des gens du voyage qui en subira le préjudice. Au fond, si on ne sanctionne pas le comportement de quelques-uns, on porte préjudice à tous.
Et nous, ce que nous voulons, parce que nous sommes des maires, nous voulons que les gens vivent en paix et qu'on puisse véritablement sanctionner les comportements délictueux, la récidive, qui aujourd'hui n'est pas suffisamment prise en compte, et puis tous les préjudices, et notamment les préjudices économiques, parce que quand vous avez une occupation illicite à proximité d'une grande surface ou sur le terrain d'entreprises diverses et variées, vous compromettez aussi l'activité économique et pas seulement la tranquillité publique. Voilà, donc c'est ce qui véritablement nous a inspiré dans cette PPL, mais je laisse à Yannick le soin de préciser, de compléter. Oui, merci Annie, quelques mots complémentaires d'explication. Notre propos, c'est de rétablir un équilibre entre les droits et les devoirs des gens du voyage d'un côté et des collectivités d'accueil, particulièrement celles qui respectent leurs obligations vis-à-vis de la loi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que les gens du voyage, partout en France, mais particulièrement sur les zones littorales, mais Annie a été, en tant que maire de Morteau, particulièrement touchée cet été, les gens du voyage s'installent où bon leur semble, en toute illégalité, mais aussi en toute impunité. Concrètement, prenons un cas pratique. Les arrivées de gens du voyage se passent le dimanche après-midi, au moment où les services municipaux et où les élus sont les moins disponibles et les moins vigilants pour gérer les accueils. La loi est écrite, la loi en vigueur aujourd'hui, est écrite de telle façon qu'il est impossible, absolument impossible, de mettre fin à cette occupation illégale, et il est même impossible de sanctionner cette occupation illégale avant 7 jours. C'est-à-dire que pendant 7 jours, il y a une occupation illégale qui cause un trouble à l'ordre public, qui est irrépressible et impunissable, et donc qui est de fait autorisé par la loi. Et donc notre proposition de loi, elle vise à mettre fin à l'impunité de ces occupations illégales et à raccourcir les délais de procédure qui sont légitimes pour faire cesser les occupations illégales et donc les troubles à l'ordre public. C'est un rééquilibrage des droits et des devoirs entre les gens du voyage, à qui nous consacrons évidemment la totale liberté de circulation, mais aussi aux collectivités territoriales qui, ayant fait des efforts, investi de l'argent public, c'est des dizaines de milliers d'euros chaque année qui sont investis et pour les aires permanentes et pour les aires de grand passage, et qui, elles, subissent des occupations en dehors de ces espaces réservés où les contribuables locaux. Si on veut apaiser la situation, si on veut sortir de l'exaspération qui, partout en France, se manifeste chaque été, cet été, il y a des dizaines d'incidents, il n'y a pas eu de... il y a eu parfois des débordements, parfois même des délits. Moi, ce que nous craignons avec Annie Genevard, c'est le pire. Heureusement, le pire n'est pas arrivé cet été, mais si nous ne réformons pas la loi et si nous ne rééquilibrons pas les droits et les devoirs, nous risquons le pire chaque année. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet ? Vous avez évalué vos chances de voir la loi de... Elles sont faibles, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je n'exclus pas que le bon sens finisse par l'emporter. Moi, j'observe, parce que la PPL Raimbourg a été discutée avant la nôtre, et elle a été déposée en 2013. J'observe que certains amendements du rapporteur se sont inspirés de notre proposition de loi, notamment la réduction des délais, notamment la prise en compte du préjudice économique, notamment le périmètre sur lequel s'appliquent les arrêtés d'expulsion. On voit que ça fait bouger les lignes parce qu'aucun parlementaire socialiste honnête ne peut nier que les problèmes se multiplient. Et je suis bien persuadée que ceux-là même qui crient à la discrimination écoutent avec compassion les maires de leur circonscription qui ont des problèmes, parce qu'aujourd'hui, nous en avons tous ou quasiment. Donc voilà, un peu d'honnêteté intellectuelle ne ferait pas de mal sur ce dossier, précisément pour dépassionner et puis gérer les problèmes. Les parlementaires sont là pour ça aussi, hein, pour que la loi
puisse répondre aux problèmes qui se posent. Et puis très clairement, notre proposition, elle est d'utilité publique parce que la PPL a été adoptée en première, la PPL Leroux-Rimbourg a été adoptée en première lecture au mois de juin. Elle va arriver au Sénat, rien ne dit qu'elle soit examinée rapidement. Il y a peu de chances qu'elle convainque les sénateurs qui sont, comme nous, des élus de terrain et sensibles aux élus de terrain. Et en réalité, la PPL Leroux-Rimbourg ne règle aucun problème de fond. Et donc, je ne vois pas les sénateurs l'adopter. En revanche, vous trouverez, et les sénateurs trouveront dans notre PPL, les arguments et les amendements qui permettront d'améliorer le texte et de faire prévaloir le bien commun. Merci. Merci à vous. Merci.